Nouvelle édition des InnoVibes, c'est déjà la cinquième de l'année. Je vous salue au nom de la fondation DIARC. Je m'appelle Cédric Luisier. Je suis le responsable marketing et communication de DIARC et je salue tout particulièrement les gens qui sont ici dans la salle à monter, mais également ceux qui sont derrière leur écran dans toute la Suisse romande. En introduction, je voulais rappeler quelques mots sur l'organisateur, donc il y a la Fondation DIARC qui est établie dans tout le canton. Vous voyez quelque part ici sur le slide les missions de DIARC et les sites technologiques qui sont répartis sur tout le canton. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est au service des PME, des startups et également des instituts de recherche pour favoriser l'innovation dans le canton du Valais principalement. Et on a plus d'une centaine de projets d'innovation par année qu'on accompagne et qu'on soutient. Un petit zoom sur le BioArc de Montet. On a la chance d'avoir aujourd'hui présent dans la salle Jean-Marc Tornard, donc l'administrateur délégué. Merci de la présence, Jean-Marc. Quelques chiffres aussi sur le BioArc, qui est un des sites de la Fondation DIARC, le plus ancien, et qui a déjà 3 bâtiments, preuve de son succès, qui en aura une quatrième prochainement. Le troisième arrive gentiment à saturation, ce qui est toujours bon signe dans ce cas-là. Une quarantaine d'entreprises sur le site avec l'équivalent d'à peu près 250 emplois et surtout une communauté des sciences de la vie fédérée autour de la marque BioArc qui va jusqu'à Viège, où là aussi il y a un important site lié aux sciences de la vie. Et sur le site de BioArc, ici, c'est un mix qui fonctionne assez bien entre tout ce qui est formation, start-up, PME, recherche et aussi grande industrie avec le site chimique qui est juste de l'autre côté de la route que les gens dans la salle peuvent voir, mais pas ceux qui sont en ligne, malheureusement. Et donc, les 40 entreprises, vous avez quelques logos sur la droite. Je ne peux plus tous les mettre. Pour plus de détails, je vous laisse aller sans autre sur le site internet de BioArc, bioarc.ch. Je voulais également faire un zoom très rapide sur les startups. Vous en avez peut-être entendu parler dans les journaux ces derniers temps. Donc, le Valais a décroché la première place pour la première fois du top 100 des startups les plus prometteuses de Suisse grâce à Depoly, une entreprise basée à Sion. Il y en avait d'autres aussi dans ce classement permettant au Valais d'être quatrième du classement. Donc, c'est une grande réussite. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un travail de fond qui est réalisé par tous les partenaires de la promotion économique, dont DIARC, dont on est fier. Et il y a en tout temps près de 30 startups qui sont accompagnées par DIARC dans ce qu'on appelle l'incubateur de la fondation qui est réparti dans toutes les villes du canton, y compris ici à Montet, où il y en a près d'une dizaine qui essayent de marcher aussi dans les pas de Depoly pour atteindre ces succès qui sont très, très valorisants pour notre canton. Voilà, donc ça, c'était un peu pour les deux Zooms. Pour tout le reste, je vous renvoie à nos outils digitaux pour suivre l'actualité de DIARC, de ces entreprises et de l'innovation en Valais. On est en train de préparer un nouveau site web. C'est pour ça qu'il y a cette petite mention sur le slide. En principe, la semaine prochaine, on aura ce nouveau site web qu'on se réjouit de vous présenter. En attendant, il y a également une page LinkedIn et une newsletter hebdomadaire. Très rapidement, désolé pour les redites, pour les gens qui nous sont fidèles. Donc, les conférences InnoVibes, vous avez quelques chiffres ici. On est présent depuis 2017. Le but, c'est vraiment de faire connaître des thématiques liées à l'innovation, à l'entrepreneuriat et de faire découvrir les sites de DIARC. On en est à la 42e aujourd'hui et c'est des événements pour lesquels vous pouvez voter avec des petites étoiles pour donner quelles sont vos thématiques que vous voulez voir abordées, quels sont les orateurs que vous aurez plaisir à écouter. Et la thématique de ce jour qu'on évoquera tout à l'heure a été plébiscitée par les nombreux votants. Vous pouvez en tout temps voter pour ces thématiques ou proposer des orateurs et des thématiques. Là, on fait une petite entorse puisqu'on a déjà la thématique du 28 novembre. La thématique des influenceurs était tellement au sommet du classement qu'on a estimé qu'elle ne pouvait pas être rattrapée. Donc, on s'est permis déjà de contacter 2 influenceuses qui viendront nous parler des opportunités de business de
collaborer avec ces influenceuses. Et ça sera le 28 novembre au campus Énergipolis. On se réjouit de vous accueillir pour cette nouvelle et dernière InnoVibes de l'année. Mais place maintenant aux oratrices et orateurs du jour. Donc, on a le plaisir de recevoir Céline Troyer du Pasquier et Nicolas Duc de BDO qui vont nous donner quelques pistes sur les outils de fidélisation des employés, notamment en lien avec les plans d'intéressement pour les entreprises. Donc, on se réjouit de vous écouter. D'abord Céline, après Nicolas, honneur aux dames, c'est normal. Et pour les gens qui sont en ligne, vous avez un chat pour poser toutes vos questions. Je les reprendrai à la fin et je les redonnerai avec plaisir à nos deux orateurs du jour. Et si vous nous voyez faire ce type de signe, c'est normal, c'est pour prendre le contrôle de la caméra. Donc, ne vous inquiétez pas, il ne nous est rien arrivé de grave quand vous voyez ça. Donc, Céline, je vous laisse tout ceci ainsi que la caméra. Très bien, merci. Alors, je vais prendre ma caméra. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais c'est bon, ça fonctionne. Donc, merci Cédric. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Céline Troyer du Pasquier, je suis experte fiscale chez BDO. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour plein de raisons, mais tout particulièrement pour deux raisons principales. C'est qu'il y a 5 ans, j'ai fait le choix de quitter le monde des Big Four pour rejoindre BDO, pour retrouver des clients, une clientèle, une base de clients plus locale, plus PME, plus start-up, pour qui où j'ai l'impression que notre impact est plus grand en tant que fiscaliste. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Et aussi, au tout début de ma carrière, à la sortie des études, j'ai eu l'occasion de travailler 3 ans à la promotion économique du canton de Vaud, certes, mais à la promotion économique quand même. On avait l'occasion d'organiser des petits déjeuners des entreprises. Donc, ça me fait très plaisir pour une fois d'être cette fois de l'autre côté de la barrière. Aujourd'hui, avec mon collègue Nicolas, on va vous parler des plans d'intéressement de collaborateurs. Notre objectif, c'est de vous donner un aperçu des différents plans d'intéressement, leur traitement fiscal et quelques considérations aussi d'ordre juridique. Malheureusement, on ne va pas pouvoir être exhaustif parce que forcément, c'est un sujet qui est vaste et qui peut, dépendamment des outils utilisés, devenir relativement complexe. Mais vraiment, notre objectif, c'est de vous donner cet aperçu global pour que vous soyez à même de déterminer si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour votre société et si vous constatez que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, plutôt vers quel type de plan vous devriez vous tourner en fonction des considérations fiscales et juridiques qu'on va discuter aujourd'hui. Donc ça, c'est notre agenda. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un plan d'intéressement? Un plan d'intéressement, finalement, c'est un moyen de rémunérer ses collaborateurs. Donc, c'est un type de rémunération. Et c'est une mesure qu'une société prend pour qu'un cercle de bénéficiaires, généralement défini à l'avance, puisse recevoir à certaines conditions des actions de la société ou une rémunération qui sera liée à la valeur de la société. On verra la différence tout à l'heure. Les objectifs sont multiples, ou les objectifs ou les intérêts pour la société sont multiples. Forcément, ça permet d'attirer les talents, parce que c'est attractif de pouvoir devenir actionnaire de la société pour laquelle on travaille. Ça permet de devenir attractif et d'offrir une rémunération en limitant, en tout cas dans un premier temps, la masse salariale, donc pas de sortie de liquidité. Ça permet forcément d'impliquer encore un peu plus les employés dans l'entreprise, puisqu'ils sont actionnaires de l'entité, donc ils ont un intérêt à la plus-value sur l'action, de les fidéliser et de les responsabiliser. D'un point de vue fiscal, on a en sein des différents types de plans d'intéressement en 2 grandes catégories. Les plans d'intéressement proprement dits et les plans de participation proprement dites et les plans de participation improprement dites ou expectatives. Derrière ces mots qui peuvent sembler un peu barbares au premier abord, les définitions sont très simples. Pour ce qui est de participation proprement dite, le collaborateur ou le bénéficiaire va à un moment donné ou à un autre avoir une action en poche, quelque chose de tangible.
Tandis que pour les participations improprement dites, ça sera plutôt une expectative et le collaborateur n'aura jamais d'action en poche. Donc, la société n'aura pas non plus à émettre des actions particulièrement pour ses collaborateurs. Plus en détail par rapport aux participants. En fait, c'est important de différencier participation proprement dite et improprement dite parce que le moment d'imposition et le moment d'imposition est différent. S'agissant des participations proprement dites, on retrouve plus particulièrement les actions. Je dirais c'est la chose peut-être la plus connue. Donc, les actions au moment de l'octroi du grant. Je vous ai mis souvent les mots en anglais parce que c'est un domaine où on parle souvent en anglais et puis on a des termes anglophones. Du coup, je vous ai mis les deux comme ça. Vous pouvez utiliser ça comme base et puis si jamais vous ne savez pas de quoi on parle, vous pouvez toujours revenir sur ces mots. Donc, au moment du grant, le bénéficiaire reçoit ou achète, généralement à un prix plus bas que la valeur de marché, une action ou un bon de participation. La principale différence entre l'action et le bon de participation, ce sera que le bon de participation, ça ne donne pas le droit les droits sociétaux de la société, patrimoniaux, permet d'octroyer uniquement les droits patrimoniaux de la société. Et par exemple, le participant n'aura pas le droit au vote lors de l'Assemblée générale. Donc ça peut être intéressant, dépendamment de quel privilège on veut offrir à nos employés. Donc, le bénéficiaire devient actionnaire ou participant de la société directement au moment où on lui octroie son action. Ensuite, on a les plans d'option. Donc, les plans d'option, au moment de l'octroi, le bénéficiaire reçoit une option call, donc un droit d'achat, lui permettant d'acheter une action ou un bon de participation après une certaine période qu'on appelle période d'acquisition ou période de vesting et à un prix donné. La période d'acquisition sera souvent dépendante de la durée pour fidéliser l'employé, mais peut aussi être dépendante, par exemple, des résultats de la société. Ça, c'est vraiment un choix de l'entreprise qui met en place son plan. Le bénéficiaire, lui, devient actionnaire le jour où il exerce son option, c'est-à-dire le jour où il dit « moi, je veux acheter, je veux faire valoir mon droit à l'option, à l'action, donc j'exerce mon option ». Ensuite, on a les plans, on a les participations improprement dites. Je ne vous ai pas tout mis, mais je vous ai mis ce qu'on rend compte le plus souvent dans notre pratique. On a les plans fantômes. Donc là, au moment de l'octroi, le bénéficiaire reçoit une action fictive dont la valeur est dépendante de la valeur de l'action de la société, donc l'action sous-jacente. Et pendant la période d'acquisition, c'est une différence avec les Stock Appreciation Rights qu'on verra ensuite après, le bénéficiaire peut recevoir une rémunération qui correspondra aux dividendes ou à un calcul par rapport aux dividendes versés aux actionnaires. Et à la fin de la période de vesting, le bénéficiaire ne reçoit pas une action, mais il reçoit la contre-valeur de l'action sous forme de liquidité, de rémunération. S'agissant des SAR, donc Stock Appreciation Rights, c'est des options fictives qui confèrent donc le droit à l'employé de se faire verser à un certain moment la plus-value de l'action sous-jacente. Et après, il y a d'autres systèmes comme les RSU et les co-investments, mais on voit moins souvent. Si jamais vous avez des questions à ce sujet, je suis volontiers disponible après. Avant de parler de quand, comment, pourquoi c'est imposé, il me semble important de bien définir ce que c'est une participation de collaborateurs, notamment pour la différencier des actions de fondateurs, parce que la fiscalité de l'un ou de l'autre, surtout au moment de la vente, peut être fondamentalement différente. Donc, un droit de participation de collaborateur, une participation de collaborateur est toujours rattachée à un rapport de travail avec l'employeur actuel, passé ou futur.
Cela comprend aussi les membres du conseil d'administration. Donc, si vous octroyez des actions et des options à vos membres du conseil d'administration, ça sera fiscalisé comme une participation de collaborateurs. Ce qu'on voit régulièrement, c'est des personnes physiques, souvent les fondateurs d'une société, de petites structures ou des structures en phase de lancement, qui décident d'octroyer à leurs collaborateurs, parce qu'ils sont actionnaires, mais ils travaillent aussi dans la société, donc à leurs collaborateurs, une partie de leurs actions. Et là, vient se poser la question, mais est-ce que du coup, le collaborateur qui reçoit cette action, il reçoit une action de collaborateur ou une action de fondateur? C'est la même action, c'était une action de fondateur au départ. Et là, la circulaire 37, la circulaire administrative 37, publiée par l'administration fédérale des contributions, vient clairement nous dire qu'il y a une présomption que cette action est donnée en raison de l'emploi. Donc, ça sera bien considéré comme une participation de collaborateurs. À noter cependant que, selon nos dernières expériences, ceci est appliqué de manière différente selon les cantons. Donc, le Valais a aussi cette présomption que ça sera une action de collaborateur, mais le canton du Jura, par exemple, analyse plutôt ce genre de transaction sous l'angle de l'impôt sur les donations. C'est-à-dire que c'est le fondateur qui donne une action à son collaborateur, mais on ne va pas regarder ça au travers de la société, mais au travers d'une relation directe entre le fondateur, l'actionnaire et le collaborateur, et c'est l'impôt sur les donations qui rentre en matière. Ce n'est pas forcément plus avantageux, bien au contraire. Donc, quelles questions on va se poser, quelles questions fiscales on va se poser quand on veut mettre en place un plan d'intéressement ou quand on a déjà un plan d'intéressement en place et qu'on veut l'expliquer à nos employés. La première question, c'est quand est-ce que je vais être imposé? Deuxième question, quel impôt? On a pu avoir impôt sur le revenu, impôt sur les donations, c'est plutôt rare. Voilà. Ou impôt sur le revenu, ou surtout impôt sur le revenu, mais gain en capital exonéré. C'est souvent l'objectif quand même. Quelle est la base imposable? Et là, c'est souvent le point d'achoppement. Comment valoriser mon action? Et quelles conséquences a la valorisation de mon action? Est-ce que ça a un impact sur la fortune du collaborateur qui reçoit l'action? Et aussi, s'il y a de la mobilité internationale, il faut toujours se poser la question où ça doit être imposé. Je ne vais pas forcément revenir plus en détail sur ce point, mais que vous sachiez que quand il y a de la mobilité internationale, l'imposition se fait proportionnellement au lieu où était la personne bénéficiaire lors de la période d'acquisition de l'action. Par exemple, quand on a un plan d'option, s'il y a un vesting, une période d'acquisition sur 5 ans, et puis que la personne passe 2 ans et demi en Suisse et 2 ans et demi en France, elle sera imposable sur les 2 ans et demi en Suisse. Donc ici, vous avez un tableau synthétique de la fiscalisation, je dirais, des différents types d'actions qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc, tout d'abord, les actions de participation. Donc, le moment de l'imposition, c'est à l'octroi. Donc, je donne des actions à mon collaborateur. Il y a une imposition. La base imposable, sur quelle valeur? Ça sera la différence entre la valeur de l'action, on reviendra sur comment l'évaluer ensuite, et le prix d'acquisition. Donc, je donne à mon collaborateur pour 1 franc une action, elle en vaut 10, il y aura 9 francs imposables chez lui. À noter, je ne l'ai pas précisé avant, mais quand je parle d'imposition, il y a l'impôt sur le revenu, mais il y a aussi les charges sociales, à parts égales, employeur-employé. Donc, ça a aussi un impact chez l'employeur. Que vous sachiez, il y a une décote qui est possible. Donc, si les actions sont bloquées un certain nombre d'années, jusqu'à 10 ans, il y a un abattement sur la valeur de 6% l'an qui est fait. Ça permet de réduire la base imposable au moment de l'octroi. On reviendra sur tout ça aussi après avec des exemples. Est-ce que ça impacte la fortune imposable du bénéficiaire? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que voilà, il a une action, il a reçu une action, donc c'est imposable au titre comme si vous détenez une action Nestlé, par exemple. J'ai mis autre imposition lors de la vente. On va revenir sur ça après également parce que ça sera dépendant de la manière
dont on va évaluer l'action au moment de l'octroi. Au niveau des options, donc ce droit d'acquérir une action, l'imposition se fait au moment de l'exercice, c'est-à-dire au moment où le bénéficiaire dit « moi maintenant je veux acheter l'action ». Donc, moyen mémotechnique facile, finalement l'imposition elle est au moment où on a une action. L'avantage des options, par exemple, et aussi les avantages des actions, mais par exemple l'avantage des options au niveau du moment de l'imposition, c'est que le collaborateur peut choisir son moment où il sera imposé. Parce qu'il peut choisir il y a la période d'acquisition de 5 ans, mais après, il peut choisir, par exemple, il reçoit des options en 2020, il a 5 ans, après 5 ans, il peut les acquérir, donc en 2025, mais il peut généralement choisir s'il veut en 2025, 2026, 2027. Et ça veut dire qu'il peut réfléchir à quand est-ce que je veux un revenu imposable supplémentaire. Peut-être qu'il vaut mieux avoir ce revenu imposable supplémentaire lorsque j'ai des déductions, parce que je viens d'acheter une maison, j'ai des frais d'entretien d'immeuble. C'est des considérations comme ça. La base imposable, la systématique est la même que pour les actions, l'abattement aussi. Et au niveau de la fortune, là, de nouveau, l'option n'est pas imposable parce qu'elle n'a pas de réelle valeur, mais le collaborateur devrait mettre l'option pour mémoire dans sa déclaration d'impôt pour informer l'administration. Et puis, dès le moment où il exerce son option, il doit déclarer ses actions dans sa fortune. Au niveau des expectatives, donc des plans fantômes, là, la fiscalisation est assez simple, hein. C'est au moment où le collaborateur reçoit une rémunération, reçoit du cash, là, il est imposable. Et puis, par rapport à l'évaluation, ce sera les mêmes mécanismes qu'on va voir après. Et puis, pour la fortune imposable, l'expectative ou l'action fictive via un plan fantôme n'est pas imposable. Par contre, clairement, une fois qu'il a le cash, ça rentrera dans sa fortune imposable. Voilà, maintenant, peut-être le point le plus important par rapport aux actions de collaborateurs, c'est comment j'évalue mon action que je vais offrir ou vendre à mon collaborateur et quel impact ça a sur sa fiscalisation. Je pense que ça concerne peu parmi vous aujourd'hui. Je l'ai quand même mentionné. Donc, quand une société est cotée, c'est simple, on a un cours boursier. Donc, on prend le cours de bourse au jour de l'événement imposable et puis on a la valeur. Et puis là, en cas de vente ultérieure, l'employé ou l'actionnaire devrait réaliser un gain en capital exonéré. S'agissant des actions de collaborateurs non cotées, qui nous intéressent plus particulièrement, je pense, aujourd'hui, la valeur de marché fait généralement défaut, sauf si on a une transaction significative. On parle de transaction significative quand il y a eu une transaction sur des actions pour un montant de plus de 10% du capital action ou un tour de financement, notamment dans le cadre de start-up. La valeur déterminante, donc comme il nous manque une valeur de marché, la valeur déterminante sera calculée sur la base d'une formule, soit décidée ou choisie par l'employeur, on peut penser à une DCF ou un multiple de l'EBITDA, ou on peut aussi se baser sur la circulaire CSI 28, donc la méthode des praticiens qui est normalement utilisée pour déterminer la valeur d'une action dans le cadre de l'impôt sur la fortune. Donc, c'est une méthode où on prend 2 fois la valeur de substance, pardon, 2 fois la valeur de rendement et 1 fois la valeur de substance. Et normalement, c'est une méthode qui est aussi, c'est une méthode qui est acceptée par l'administration dans le cadre des plans. La méthode de calcul qui est choisie au départ du plan doit être maintenue pour l'entier du plan. Ça, c'est important. Il y a par rapport à l'évaluation et puis au fait d'avoir un tour de financement ou une transaction significative, la circulaire CSI 28, en lien avec la circulaire de l'administration fédérale des contributions, permet une exception. C'est-à-dire que même si une société
à des tours de financement ou une transaction significative, donc une valeur vénale que l'administration devrait théoriquement prendre en compte pour déterminer la valeur de l'action, on nous permet pour toutes les sociétés, alors dans la circulaire c'est marqué pendant la phase de constitution, mais la bonne traduction, parce que c'est une circulaire traduite de l'allemand forcément, serait plutôt pour toute société en phase de lancement, donc pour toute société qui n'a pas encore de résultats significatifs. On peut néanmoins demander à l'administration, ça se fait sur demande, donc sur accord préalable, d'utiliser une valeur de formule. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser la dernière valeur du tour de financement, qui peut être généralement assez élevée, par exemple 20, bon, je dis n'importe quoi, mais 20, et puis on a une valeur selon la, selon la méthode des praticiens de 2, on pourrait utiliser le montant de 2, ce qui permet de réduire de manière substantielle la base imposable au moment de l'octroi de l'action. Ça peut être intéressant parce que c'est vrai que pour le collaborateur, lorsqu'il reçoit une action, OK, il a imposé, mais après, il doit avoir le cash pour payer l'impôt. L'action, ben, elle n'est pas liquide. Donc, ça peut être intéressant de demander l'application de la valeur de formule. Par contre, parce qu'il n'y a pas de cadeau, il n'y a jamais de cadeau en fait. Par contre, pour toute société, donc pas seulement les sociétés en phase de lancement, hein, mais pour toutes les sociétés qui utilisent une valeur de formule, en cas de vente des actions dans un délai inférieur à 5 ans, le gain, je vous montrerai un schéma pour expliquer puis un calcul, hein, mais le gain qui dépasse le gain fait sur la formule sera imposé. Je vous montre peut-être le schéma. Alors, je n'ai pas le droit de me déplacer, sinon on me perd sur la caméra. Mais vous voyez, vous avez en bas à gauche l'imposition à l'octroi. Donc, on a la valeur de formule moins le prix d'acquisition. Et je vends mon action dans un délai inférieur à 5 ans. Donc là, la plus-value en lien avec la valeur de formule, c'est la droite bleue est pleine. Donc ça, c'est la plus-value sur la valeur de formule. Je réalise un gain léger, un petit gain. Ça, ce revenu sera exonéré. Par contre, le surplus, donc la différence entre la valeur vénale, donc mon prix de vente, et la valeur de formule lors de la vente, ce montant-là sera considéré comme un revenu imposable. Il faut savoir que, alors ça s'applique normalement pour toutes les sociétés qui utilisent une valeur de formule. Cependant, les cantons, sur demande, c'est assez rare, mais sur demande, les cantons acceptent de considérer la valeur déterminée selon la méthode des praticiens, donc comme on appelle valeur de formule, comme une valeur vénale pour toutes les PME qu'on dit matures et pour qui la valeur calculée selon la méthode des praticiens correspond, voilà, c'est toujours arbitraire, mais à une valeur de marché. Donc, si vous êtes, voilà, si vous travaillez ou vous êtes actionnaire d'une société, je dirais, locale, mature, qui a voilà, des années et des années, c'est une demande qui peut être faite. L'avantage est que si l'administration accepte de considérer cette valeur de formule comme une valeur vénale, c'est qu'il n'y a pas ce délai de 5 ans. Donc, ça veut dire que même si vous vendez dans le délai de 5 ans, l'entier est du gain en capital exonéré. Après, pour toutes les entités start-up ou entreprises diverses et variées, cette reprise, cette qualification du gain en capital exonéré comme revenu imposable ne s'applique plus au-delà du délai de 5 ans. Il faut juste savoir qu'il faut garder 5 ans son action. Là, est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous dire? Oui, alors, le délai de 5 ans, il s'applique forcément dès l'octroi pour les actions, dès l'exercice pour les options. C'est-à-dire que là, si vous offrez des options de collaborateurs aux employés, ça peut être très long parce qu'il y a une période d'acquisition qui va jusqu'à, je sais pas, 3 ans. Après 5 ans, il ne doit pas vendre avant 8 ans. Pour mieux comprendre peut-être
tout ça, même si j'espère avoir été plus ou moins claire. Je vous ai fait 2 exemples basés sur les actions. Et puis, j'ai ajouté pour l'exemple 2 la problématique du blocage ou du délai de blocage et de l'abattement qu'on fait sur les actions bloquées pour vous montrer que cet abattement est intéressant au départ, mais que parfois, il est plus si intéressant que ça au final s'il y a un déblocage anticipé. C'est-à-dire que les actions sont vendues avant la fin du délai de blocage. Donc, pour mon premier exemple, j'ai un collaborateur à qui je permets d'octroyer une action pour la valeur de 1, alors que la valeur de formule a été déterminée à 2. Donc là, ben, c'est facile, hein, revenu imposable, puis je lui offre 1000 actions, donc le revenu imposable, 2 moins 1, ça fait fois 1000, donc ça se fait 1000 francs de revenu imposable. Lors de la vente, dans un délai inférieur à 5 ans, parce que si c'était supérieur à 5 ans, ce sera un gain en capital exonéré, on sait que mon collaborateur a payé son action 1 franc. La valeur de formule à l'octroi, on l'a vu, était de 2. La valeur de formule à la vente est de 3,5 et le prix de vente est de 4. Donc là, j'ai un revenu imposable. Mon revenu imposable, ça va être la différence entre le prix de vente de 4 et la valeur de formule à la vente de 3,5. Fois 1000, ça me fait 500 francs de revenu imposable. Ça, c'est important en tant qu'employeur de suivre, d'ailleurs, il y a l'obligation de le faire, j'y viendrai après aussi, mais de suivre l'employé, même s'il n'est plus employé de la société. Parce que, en tant qu'employeur, vous devez lui émettre un certificat de salaire et prélever aussi les charges sociales sur ce montant. Et puis, le gain en capital exonéré, c'est vraiment le gain fait sur cette valeur de formule. Donc, la valeur de formule à la vente, 3,5, moins la valeur de formule à l'octroi, 2. Maintenant, un exemple avec le délai de blocage. Le délai de blocage, nos clients nous disent souvent « Ah, mais c'est très intéressant, je veux mettre un délai de blocage. » Ça permet de réduire l'imposition à l'octroi. C'est juste. Il faut juste faire attention si on sent que potentiellement il pourrait y avoir un déblocage anticipé avant la fin de ce délai de blocage, parce que là, il y a un rattrapage d'impôt qui se fait. Je vous ai mis sur le tableau là les différents abattements donc, qui se montent jusqu'à 44% pour 10 ans. Donc, dans mon exemple, j'ai pris un prix d'acquisition de 1, une valeur formule de 2 et une période de blocage de 5 ans, ce qui me permet de réduire la valeur de la société de 25,27%. Ça me donne un revenu imposable de 495 francs. Ensuite, je vends mes actions dans un délai inférieur à 5 ans. Donc là, j'ai 2 problématiques. J'ai la problématique qu'on a étudiée avant par rapport au fait d'avoir utilisé une valeur de formule et que le gain qui va au-delà de la formule doit être requalifié en revenu imposable. Et j'ai le problème du déblocage anticipé. Après, il y a des solutions, mais ça sera l'imposition. Donc, dans mon exemple, prix d'acquisition 1, valeur de formule à l'octroi 2, valeur de formule à la vente 3,5, prix de vente 4. Donc, par rapport au déblocage anticipé, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit prendre la valeur de formule à la vente de 3,5 et 3,5 avec l'abattement du nombre d'années restant par rapport au blocage. Ce qui veut dire que si, dans mon hypothèse numéro 1, il reste 2 ans, je dois faire un abattement de 11% sur 3,5, ce qui veut dire que j'aurai 3,5 moins 3,5 fois 0,89 égale 385. Donc, j'aurai un revenu lié au déblocage anticipé de 385.
Ensuite, par contre, si dans l'hypothèse numéro 2, j'ai un déblocage anticipé très rapide et qu'il me restait 4 ans, ça veut dire que je vais faire le même calcul, mais avec un abattement de 20,79%. Ce qui veut dire que j'aurai un revenu imposable supplémentaire lié au déblocage anticipé de 727. Et au final, si on regarde le revenu imposable total, parce qu'il y a aussi le revenu imposable, comme précédemment, lié à la plus-value au-delà de la formule de 500, si les actions sont débloquées très rapidement, après 1 an, donc il reste 4 ans, j'arrive à un revenu imposable total entre le début et la fin, avec 2 moments d'imposition, donc à l'octroi et lors de vente, de 1722. Et vous vous souvenez, peut-être avant, dans l'exemple 1, on avait 1500. Donc finalement, ce blocage de l'action, qu'on pensait être avantageux, devient désavantageux. Donc, ce n'est pas des cas qu'on a tous les jours, mais c'est des cas qui arrivent quand même régulièrement où on dit, mais en fait, ce déblocage, ou ce blocage, vaut mieux pas le faire. Surtout pour des sociétés start-up pour qui la valeur à l'octroi, la valeur de l'action à l'octroi, si on applique la valeur de formule, est très faible. Donc finalement, l'avantage de l'abattement est très très faible au départ. Quelques mots encore rapidement sur les obligations de l'employeur quand vous mettez en place un plan d'intéressement. Vous devrez faire une annexe au certificat de salaire. Les formules, je les ai listées ici, dépendent du type de plan d'intéressement. Vous devez indiquer les revenus imposables au chiffre 5 du certificat de salaire et faire une mention du plan sous chiffre 15 sous observation. Il y a d'autres obligations administratives qui sont mises en place. Le canton de Valais n'a pas d'obligations supplémentaires. Si tout d'un coup vous devez venir sur le canton de Vaud, sachez que l'administration du canton de Vaud demande les premières années qu'on lui transmette les annexes à un service spécialisé pour revue et s'assurer que tout soit en ordre. Je laisse maintenant la parole à Nicolas. Ah, pardon. Non, encore. Voilà, c'est bon. Hop, là, c'est bon. Je crois que c'est bon. Voilà, après toutes ces considérations juridiques, fiscales, on va passer aux considérations juridiques. Rassurez-vous, sur le taux juridique, c'est un tout petit peu plus simple. Il y a une question que je voulais vous poser. « 33,4 et 50,1. 10 pourquoi? Parce que c'est le premier seuil à partir duquel, en tant qu'actionnaire, vous pouvez demander de convoquer une assemblée générale, de demander de porter un objet à l'ordre du jour. Donc, vous devenez une minorité qui peut être un peu gênante pour l'actionnaire majoritaire. Si c'est des bons de participation, évidemment, cette question ne se pose pas, puisque les participants n'ont pas de droit à participer à l'assemblée générale. 33,4, est-ce que quelqu'un sait pourquoi? C'est le deuxième seuil important. Parce qu'on passe, voilà, parce qu'on passe le cap des 2/3, donc ce qui fait que pour un certain nombre de décisions importantes, notamment dans les sociétés de capitaux, des décisions importantes qui requièrent 2/3 du capital et des voix, donc si vous avez plus que ce 1/3, vous vous empêchez potentiellement que ces décisions puissent être prises. Et puis 50,1, ça c'est assez simple, c'est que vous passez la majorité et du coup, vous perdez le contrôle de la société pour un bon nombre de décisions. Donc ça, il faut toujours y penser, parce que c'est un peu une discussion ou une réflexion à mener entre je veux intéresser mes collaboratrices et collaborateurs, garder les personnes clés éventuellement dans une perspective de vente ultérieure, parce que souvent la valeur d'une entreprise, c'est aussi les personnes qui travaillent pour cette entreprise, mais sans vous tirer une balle dans le pied en mettant à disposition des employés plus de capital que nécessaire. Après, dans la mise en œuvre très concrète, les actions ou les options, on le fait soit parce qu'on a
racheter des actions à des actionnaires qui ont des actions propres. Ça pose des problématiques fiscales, mais on ne voulait pas alourdir aujourd'hui et parler de ce point-là. Soit vous avez ce qu'on appelle un capital conditionnel que vous pouvez mettre en place. Ça veut dire un montant à disposition du conseil d'administration que ce dernier peut utiliser pour émettre année après année un certain nombre d'actions au fur et à mesure de l'octroi de ces actions ou de l'exercice de l'option par les collaborateurs qui le souhaiteraient. Le plan en tant que tel, c'est un document juridique qui est validé par le conseil d'administration une fois qu'on a reçu le OK de l'administration fiscale. En général, on fait toujours valider le plan. Vous avez vu qu'il y avait des impacts non négligeables selon la variante qu'on choisissait. Donc, c'est toujours mieux de faire valider ce plan à l'avance par l'administration fiscale et puis ensuite, le conseil le valide et il est en place pour une durée qui est fixée dans le plan, 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Ce qui est très important, à partir du moment où vous avez octroyé des actions à vos collaboratrices et collaborateurs, ils deviennent actionnaires de la société. Donc, comme vous n'êtes plus l'actionnaire unique fondateur ou les actionnaires uniques fondateurs, il est essentiel d'intégrer dans le plan des éléments clés de ce qu'on appelle une convention d'actionnaire. Une convention d'actionnaire, notamment dans une société anonyme, ce sont des obligations qu'on impose aux actionnaires d'acheter, vendre leurs actions en particulier à certains moments pour éviter des situations de blocage. Et dans ces conventions d'actionnaires, ce qui est extrêmement important, en particulier dans le cadre de plans, c'est de prévoir les situations où l'employé quitte la société, entre guillemets, en bon terme, ce que j'ai appelé un good leaver en bon français, mais aussi et surtout de dire qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, il y a un collaborateur auquel ou une collaboratrice à laquelle j'ai octroyé des actions ou des options et que je dois virer. Enfin, celui-ci, vous n'avez plus forcément envie de le voir à l'Assemblée générale en principe. Autrement, vous devez le garder. Donc là, c'est les cas de bad leaver et on voit aussi, on ne l'a pas précisé non plus dans la partie fiscale, mais en général, on applique un prix de rachat obligatoire des actions au moment où la personne quitte la société en tant que bad leaver qui est punitif, dans une certaine mesure, pour montrer qu'on ne peut pas violer impunément les règles du droit du travail, puis après récupérer encore la baraka au niveau de la valeur des actions et faire un gain en capital exonéré. Donc là, ça, il ne faut pas oublier de le prévoir parce qu'autrement, vous vous retrouvez avec des gens qui sont dans votre société puis vous ne pouvez plus les sortir. Et si par hypothèse, ils dépassent le seuil des 10%, ils sont vraiment dans l'entreprise. Le deuxième élément auquel il faut réfléchir, et ça reflète ce qui a été évoqué par ma collègue Céline, c'est la problématique de la vente de l'entreprise. Parce que vous avez vu que certains plans, on les fait pour une certaine durée. On a aussi vu qu'on pouvait faire des décotes si on bloque les actions pour une certaine période. Mais on a aussi parlé du déblocage anticipé. Et là, il y a non seulement la problématique fiscale qui se pose, mais vous avez aussi une problématique juridique. Parce que si vous êtes une start-up et que vous avez tout d'un coup un grand groupe qui vous approche pour vous racheter, en général, pas toujours, mais ces grands groupes, ils veulent une participation significative, si ce n'est pas l'entier du capital. Et si vous avez dans votre actionnariat des personnes que vous ne maîtrisez pas, parce que c'est d'autres actionnaires, vous devez avoir des mécanismes qui existent, qu'on peut mettre en place, qui sont rodés aujourd'hui, qui permettent de racheter les titres avant de les vendre aux grands groupes. Comme ça, vous gardez les coudées franches en tant qu'entrepreneur pour décider de quand vous décidez de vendre votre entreprise, ou alors pour les obliger à sortir avec vous. Comme ça, vous ne vous pénalisez pas dans le cadre des négociations avec l'acquéreur potentiel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne prévoit pas ces mécanismes, nos collègues qui s'occupent de valorisation d'entreprise vont appliquer systématiquement une décote sur la valeur de votre entreprise si vous avez des minoritaires qui peuvent vous ennuyer ou à l'inverse si vous êtes un minoritaire. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut régler, il faut penser au début à comment on sort. Autrement, on est vite piégé dans cette structure. Et puis, le dernier élément, c'est est-ce que vous souhaitez, en fonction des situations, il n'y a pas de recette type, que les collaboratrices et collaborateurs puissent siéger au conseil d'administration en particulier, puisqu'on sait que ce qui se dit au conseil, ce n'est pas forcément ce qui se dit à l'Assemblée générale. Il y a aussi une question à savoir, est-ce qu'en tant que groupe d'actionnaires, ces personnes ont droit à une représentation au board? Il y a des avantages à les avoir.
un peu un sounding board pour savoir ce qui se passe, mais il peut aussi y avoir un certain nombre d'inconvénients, notamment en termes de confidentialité. Donc là, il y a une pesée des intérêts à faire pour savoir si on veut prendre nos employés à bord ou pas. Pour la fin, je vais repasser la parole à ma collègue Céline qui va clôturer. Ouais, ça fonctionne le micro? Alors, je vais reprendre la caméra. C'est presque plus compliqué que les plans de participation de collaborateurs. Donc oui, en conclusion, on voulait simplement peut-être mentionner les éléments avec lesquels nous aimerions que vous repartiez. Donc, pour déterminer le type de plan d'intéressement, toutes les conditions, notamment délai de blocage ou pas, la durée de la période d'acquisition, il faut réfléchir à quelle est la vision que vous avez pour votre entité. Voilà, souvent, on n'a pas une boule de cristal. Nous, en tant que conseiller fiscal, on n'a pas non plus. Donc, la plupart du temps, on a besoin de vous pour vous aider pour vous aiguiller au mieux et puis déterminer quel est le meilleur plan pour vous en fonction de vos objectifs, que ce soit par exemple une exit ou voilà, un MBO, etc. Et à court, moyen ou long terme. Donc souvent, on a besoin vraiment de votre input pour déterminer ensuite quel est le plan le plus intéressant. Il est primordial d'analyser en amont les conséquences fiscales et des assurances sociales pour vous et surtout pour vos bénéficiaires, vos collaborateurs, et pouvoir les informer en amont. Voilà, on a parfois des cas où des collaborateurs sont surpris d'être imposés au moment de la vente. Et du coup, ils ne sont pas forcément ravis. Ils n'ont pas le cash qu'ils pensaient avoir parce qu'il y a 30, 35, 40% qui est parti aux impôts. Dépendamment des circonstances, alors, si j'étais dans le canton de Vaud, j'aurais dit il faut toujours aller à l'administration fiscale parce que le canton de Vaud l'exige. Le canton du Valais est moins exigeant sur ce point, mais dépendamment des circonstances, on vous recommande fortement quand même d'aller faire valider les conséquences fiscales du plan auprès de l'administration, notamment sur la manière d'évaluer la société. Et aussi, ne pas oublier, lorsque vous mettez un plan en place, qu'il y aura des aspects administratifs à ne pas négliger avec il y a déjà la mise en place du plan hein, avec voilà, l'établissement d'un plan, les validations nécessaires. Mais une fois que le plan est mis en place, ne pas oublier les annexes au certificat de salaire et les ajouts dans le certificat de salaire. Ici, si jamais, toutes les dispositions légales et réglementaires. Et, donc, nous avons terminé notre présentation, mais nous sommes ravis de vous écouter sur vos expériences ou si vous avez des questions, on est à disposition avec Nicolas. Merci Céline, merci Mmh. Nicolas. Je vous laisse vous approcher. On peut, au nom de tous les gens qui sont en ligne, peut-être les applaudir pour les remercier. Y aurait-il des questions dans la salle pour commencer? Si ce n'est pas le cas, du temps que vous prépariez, je vais prendre une question qui est sur le chat en ligne. Donc, la première, c'était, est-ce qu'il y a une taille minimale pour une entreprise qui veut mettre en place un plan d'intéressement? Non. Toute entreprise peut mettre un plan d'intéressement en place. Après, forcément, le plan a quand même un coût. Donc, il faut peser dans la balance l'intérêt pour l'employé et le coût de la mise en place du plan d'intéressement. OK, merci. Je prends encore une autre question en ligne. Donc, vous avez parlé des actions et des options. Est-ce qu'il y aurait par hasard d'autres outils de fidélisation à votre connaissance pour les employés, à part peut-être le bon d'achat dans un restaurant du coin, mais... Alors, Je
peux prendre la réponse. Alors, là, on a parlé d'outils qui sont des outils matériels avec des actions, des options, des bons d'achat, etc. Mais il y a d'autres outils, évidemment, mais qui ne ressortent pas du domaine de la fiscalité ni du droit, qui sont des outils humains pour retenir ses collaboratrices, ses collaborateurs. Puis c'est vrai que là, on s'est focalisé sur ces éléments, mais je pense qu'on peut mettre en place tous les plans qu'on veut, toutes les options qu'on veut avec les meilleures formules de calcul, mais s'il n'y a pas une bonne ambiance dans l'entreprise ou que le management n'est pas bon, ça ne va pas marcher non plus. Donc, ce n'est pas un remède miracle. Donc oui, il y a plein d'autres outils de rétention des collaboratrices et des collaborateurs. Très bien, merci. Je prends encore une question dans la salle. Oui, il y en a une dans la salle, du coup, je vais aller donner le micro. Oui, bonjour, Jean-Niel Fabre. Moi, j'ai une question par rapport à l'augmentation de capital conditionnel pour pouvoir faire de la distribution d'actions. C'est quoi l'avantage ou les inconvénients d'avoir mentionné une augmentation de capital conditionnée ou bien pas du tout de faire une augmentation ordinaire? Alors, l'avantage de l'augmentation conditionnelle, c'est que vous avez la base dans les statuts. L'Assemblée générale l'a déjà décidé, a donné ce pouvoir au conseil d'administration et vous n'avez pas besoin de repasser par l'Assemblée générale. Donc, on sait en général que par hypothèse, alors je parle de structure déjà qui comporte plus qu'un actionnaire, parce que pour tenir une Assemblée générale sur un actionnaire unique, c'est assez vite fait. Mais si on est dans des structures avec un actionnariat multiple, où il faut convoquer, faire venir le notaire, etc., l'avantage, c'est que le conseil a les mains libres. Et puis, en fonction de l'évolution des affaires, en cours d'année, il peut décider, OK, maintenant, je veux mettre un plan en place, je le fais valider par l'administration fiscale. En Valais, ça va un peu plus vite que dans le canton de Vaud. Et du coup, eh bien, à partir du moment où le plan est validé, le conseil peut immédiatement octroyer les options ou les actions sans savoir à respecter toutes ces formes. Les deux solutions sont possibles. Il y en a une qui est un peu plus souple que l'autre. Avec le capital conditionnel, c'est juste qu'on a l'obligation d'avoir une révision avant de faire l'augmentation de l'augmentation de capital ou la distribution d'actions. C'est une nouveauté qui n'est pas liée au capital conditionnel, c'est ce qu'on appelle la marge de fluctuation du capital. C'est un outil qui a été introduit avec la révision du droit de la société anonyme en 2022, où, à la différence du capital conditionnel où on ne peut qu'augmenter, dans le cadre de la marge de fluctuation du capital, on peut donner au conseil d'administration pendant un certain délai, 5 ans je crois, ou 3, la possibilité de faire monter ou descendre le capital entre un plancher et un plafond. Et si on veut faire usage de cette possibilité, qui est aussi un des moyens de pouvoir prendre ou retirer les actions, là, oui, il y a une obligation de révision. Là, on est obligé de faire réviser ses comptes par un réviseur. Par contre, la simple mise à disposition d'un capital conditionnel ne nécessite pas l'exigence du réviseur. Il faudra uniquement qu'une fois par année, quand le conseil d'administration constate le nombre d'actions qu'il a émis pour les membres du board, pour les employés clés, il y a un acte constatatoire qui est établi par un notaire, validé par un réviseur, qui dit au cours de cette année, j'ai émis X actions pour un montant de temps, et du coup, on adapte les statuts et le registre du commerce. Mais c'est la seule intervention. Merci. Pour ceux qui doutaient que vous n'étiez peut-être pas des experts, je crois que là, on est servi. Donc, merci beaucoup pour ces explications très détaillées. Une question un tout petit peu moins technique, quoique, est-ce qu'un plan d'intéressement peut être utilisé lors d'une reprise d'entreprise? Un rachat, j'imagine. Mais je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais un plan, Pas plus, malheureusement. un plan d'intéressement, forcément, permet aux employés de devenir actionnaires. Donc, un plan d'intéressement peut être utilisé, on peut choisir, Nicolas le disait, avant le pourcentage d'actions qu'on veut remettre à ses employés. Donc, ça peut être un moyen de remettre les actions à ses employés, par exemple. Si on souhaite être racheté, on souhaite que nos employés rachètent la société. Oui, et puis pour compléter ce qu'a dit Céline, qui est parfaitement exact, c'est vrai que si on est dans le domaine des fusions-acquisitions, souvent une des questions clés qui se posent au moment de la vente, c'est de dire comment est-ce que je retiens les personnes clés pour éviter qu'elles partent 2 jours après la vente quand elles apprennent le changement d'acquéreur. Et effectivement, dans ces situations-là, ça peut être extrêmement intéressant, si ce n'est pas déjà le cas, de trouver un moyen de retenir ses employés aussi par une participation financière au résultat de la société.
Très bien. Encore c'est une observation que je vous lis ou que je vous résume d'une des personnes qui est en ligne. Donc, il se dit qu'effectivement, ce plan est censé fidéliser les collaborateurs et puis, logiquement, on espère qu'on n'a pas à se poser la question qu'ils vont vendre ces actions après 5 ans. Donc, et puis de calculer tous les impôts au niveau de la vente. Donc, l'objectif ne serait pas atteint si les employés le vendent. Je ne sais pas si vous en avez un avis sur cette constatation. Et puis, je continue avec un autre qui va dans le même sens, qui dit: je sens qu'il y a plus de risques d'opportunités à mettre en place de tels plans. Est-ce que je me trompe? Alors, par rapport à la première question, alors c'est vrai que pour une société, je dirais, pérenne ou déjà bien établie, et cetera, on ne souhaite pas que le collaborateur vende dans un délai de 5 ans. Mais c'est vrai que ce délai de 5 ans, nous, on le voit souvent, où finalement il n'est pas atteint, mais dans les cadres de start-up qui, le but, de start-up, souvent, c'est d'être racheté. Donc c'est là que le délai de 5 ans est très important. Par rapport à la première question. Par rapport à la deuxième question, les risques, il n'y a pas vraiment de risques, du moment qu'ils sont maîtrisés et qu'on a analysé les conséquences. Et puis après, les opportunités et les avantages, c'est ce qu'on peut décrire, c'est d'avoir un moyen de rémunération de nos employés qui nous évite de sortir, du cash, ce qui nous permet de les motiver. Heu, je suis convaincue, mais si tu veux Magnifique. compléter. Très bien, merci. Est-ce qu'il y avait une question? Non? Une émotion dans la salle uniquement. Peut-être dernière question, vu que le temps avance. On n'a pas parlé chiffres. Enfin, il y avait quand même quelques chiffres sur vos slides, mais quel est le coût approximatif de la mise en place d'un tel plan? Dans un exemple très concret, donc une PME de 10 collaborateurs. Quand on parle du coût, est-ce qu'on parle uniquement d'honoraires, de fiduciaires, ou est-ce qu'il y a d'autres coûts à prendre en considération? C'est vrai que les coûts principaux, ça va être les coûts de conseil pour mettre en place le plan, discuter de ce qu'on veut faire. Tout dépend des éléments qu'on veut aussi dans la convention d'actionnaire. Mais ça dépend de la taille, de la structure et de la partie de la Suisse où on se trouve. Mais je dirais que avec un montant de 10 000 12 000 francs, normalement, vous avez le plan, la convention d'actionnaire et puis la validation de l'autorité fiscale. Donc, c'est n'est pas un chiffre qui est posé dans le marbre parce que si on doit discuter 40 fois avec les actionnaires et l'administration, ça coûtera un peu plus cher. Mais grosso modo, je dirais ça, une bonne dizaine de milliers de francs. Ok, merci. Peut-être juste Clarté, allez-y. Oui. pour compléter, c'est vrai qu'après, le coût administratif en interne de la société pour 10 collaborateurs sera relativement, je dirais, faible ou limité parce que du coup, c'est que 10 lettres d'octroi, c'est 10 annexes au certificat de salaire. Donc, je ne pense pas qu'il y aura besoin d'engager un nouvel RH ou un nouveau comptable pour faire ces travaux. Les coûts sont, par exemple, beaucoup plus élevés quand on a des grosses sociétés internationales qui offrent des plans, enfin des actions à des milliers de collaborateurs avec de la mobilité internationale où il y a encore des questions de pays, etc. Donc là, on est dans d'autres cas de configuration. Mais je pense que dans le cas, avec l'exemple très précis, on arrive à maîtriser les coûts. Ok, on termine par une dernière question de Philippe Meuvely, donc, qui est fondateur d'une start-up valaisanne qui nous écoute et que je salue. Sa question, est-ce obligatoire de faire valider le plan d'intéressement via des actions issues du capital conditionnel si le prix de l'action décrit dans le plan correspond à la valeur vénale selon la base des échanges achats-ventes des 6 derniers mois avant distribution des actions? Alors, vu qu'il en valait, ma réponse sera obligatoire non. Recommandé potentiellement, dépendamment aussi des montants en jeu. Par rapport à ce délai de 6 mois, parce qu'aujourd'hui, il offre des actions à ses collaborateurs. Il a une transaction, si je comprends bien, il y a 6 mois. Mais comment est-ce qu'il va évaluer les actions au nouveau collaborateur qu'il va engager dans 1 an et demi? Donc, notre recommandation serait effectivement de quand même approcher l'administration pour faire valider la valeur vénale et surtout faire valider elle est applicable, jusqu'à quand elle est applicable, par exemple.
On parle bien des autorités fiscales. Hein. Oui, C'était ça son... oui. Très bien. Oui. Après, ma réponse serait totalement différente dans le canton de Vaud. S'il y a des Vaudois qui nous écoutent, c'est que vraiment dans le canton de Vaud, il faut aller à l'administration. Sinon, l'entreprise se fait taper sur les doigts. Et nous, avec. Très bien. Ça sera le mot de la fin, donc en espérant que ça ne vous arrive pas trop souvent de vous faire taper sur les doigts, bien sûr que non. Voilà, alors merci encore une fois. Je vous demande encore une fois de les applaudir. Et puis, je vais également profiter pour prendre congé des personnes qui sont en ligne en vous remerciant à nouveau de votre fidélité, puis en vous retrouvant le 28 novembre en présentiel ou en digital au campus Énergie Police pour parler cette fois d'influenceurs. Bonne journée à toutes et à tous. Merci.